Valéry Giscard d'Estaing, au 9 de l'Europe, créons un espace judiciaire commun pour lutter contre le terrorisme. Proche-Orient, Sadat se fâche après le sommet de Tripoli. Il rompt ses relations diplomatiques avec le Front du Refus. Grève à l'EDF, les syndicats continuent. Raymond Barre reçoit Marcel Boiteux. Journée européenne du cadre de vie, l'exemple d'Antenne 2, des îles danoises s'associent pour ne pas mourir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Centrafricains ont perdu un maréchal. Ils ont depuis hier 10h43 un empereur. Bokassa Ier, troisième souverain impérial du monde après Hirohito et le Shah d'Iran. On peut en penser ce qu'on en veut. Notre propos ici n'est pas de juger, mais de vous montrer. Et je crois que le spectacle, avec tout le recul que nous pouvons y introduire, vu de France, en vaut la peine. En exclusivité pour Antenne 2, voici les temps forts de ce sacre, qui n'en est pas vraiment un, de ce couronnement africo-napoléonien. Le palais du couronnement a Bangui hier matin. Dans quelques instants, Jean Bedel Bokassa va devenir Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Inspiré des fastes du premier empire français, la pompe centrafricaine se traduit d'abord par la tenue de Bokassa Ier. Aube grège, faite de perles incrustées de diamants, couronne de laurier d'or. Dans un silence total, le souverain va poser lui-même la lourde couronne impériale sur sa tête. Venue spécialement de France, la musique principale des troupes de marine jouera la marche impériale. Ce sont les musiciens de l'ancienne coloniale qui a compté dans ses rangs le capitaine Jean Bedel Bokassa. L'impératrice Catherine, tout comme Joséphine, elle s'est agenouillée devant l'empereur qui l'a couronnée. Elle porte une robe d'or incrustée également de diamants. Et puis, le petit prince héritier, Jean Bedel Bokassa Jr., stoïque malgré l'insouciance que lui autorise son âge. Regardez, il a 3 ans. Dans la salle du palais du couronnement, les délégués de plusieurs pays. C'est le ministre de la Coopération, Robert Gallet, qui représente la France. Ce sera une longue journée de fastes, de festivités, de chants et de cadeaux. Celui par exemple offert par Valéry Giscard d'Estaing, un sabre de l'époque napoléonienne. Et ce matin, la cérémonie s'est prolongée par un défilé devant 100 000 personnes. 7 de nos équipes étaient sur place. Elles vous présenteront après-demain soir, mercredi, l'ensemble de ce reportage, pas comme les autres. Vous en conviendrez dans une émission spéciale de la rédaction d'Antenne 2. Valéry Giscard d'Estaing dans 9 jours à la télévision pour parler de politique étrangère. Le 14, le président de la République répondra en direct de l'hôtel Marigny, c'est-à-dire de la résidence où descendent tous les chefs d'État étrangers en visite officielle en France, répondra donc aux questions de 4 journalistes de la presse écrite. Au sommaire, la paix au Proche-Orient, la situation en Afrique, y compris au Maghreb. Peut-être les journalistes seront-ils tentés de lui poser des questions sur une proposition qu'il vient de faire au sommet européen de Bruxelles, auquel il participe aujourd'hui et demain, et qui visait à lutter contre le terrorisme. Le chef de l'État entend proposer ce qu'il appelle un espace judiciaire européen. Je crois que cela mérite 2 mots d'explication. Oui, eh bien, l'idée générale, si vous voulez, est un peu celle-ci. Puisqu'il y a un espace démocratique en Europe, pourquoi n'y aura-t-il pas, correspondant à cet espace, un espace judiciaire? Les démocraties européennes permettent un certain nombre de libertés, par exemple, entre elles, la liberté de circuler. Un citoyen peut passer dans un autre pays, et même ce que l'on appelle la liberté d'établissement. Par exemple, un médecin britannique peut aller exercer son métier en France ou dans un autre pays de la communauté. De telles libertés données par les démocraties peuvent être éventuellement retournées contre elles par des terroristes. L'espace judiciaire européen permettrait à ces démocraties de lutter contre ces abus de la liberté. Alors les conséquences maintenant. Bien, les conséquences, il y a un certain nombre, si vous voulez, d'aspects ou de problèmes politiques qui peuvent être posés. Il y a d'abord évidemment une dimension politique. Un espace judiciaire européen, cela suppose une conception commune de la démocratie et même à long terme suppose une intégration politique de l'Europe. Il y a aussi un aspect plus juridique ou même plus technique. Quel va être le critère de l'acte de violence ou de l'acte de terrorisme? Il semble qu'actuellement les juristes européens s'orientent vers une définition qui repose sur la peine encourue. Ce serait à partir d'une peine supérieure à 5 ans, ce qui est en France la définition du crime. Encore faudrait-il qu'il y ait la même interprétation dans tous les pays d'Europe. Et puis il y a ce problème à la fois moral et politique du droit d'asile, un
problème qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Si vous voulez, prenons le cas de l'affaire Croissant. On ne va pas vers une extradition automatique, mais vers une extradition simplifiée. Clause Croissant, ou bien il y aurait eu une procédure plus rapide, ou bien alors il aurait pu être déféré devant des tribunaux français. C'est, semble-t-il, vers une solution de cette nature que s'orienteraient les juristes européens. De toute façon, il ne s'agit pour l'instant que d'une étape. C'est un grand débat qui est ouvert, qui sera sans doute assez long et assez animé. Oui, précisément dans l'actualité de ce jour, voilà 3 illustrations de ce problème. À Bonn, le porte-parole du gouvernement a rejeté le reproche selon lequel le tribunal de Stuttgart trahirait les obligations de l'accord d'extradition de Clause Croissant. Par ailleurs, dans l'affaire Revelli-Beaumont, la justice espagnole a refusé l'extradition des 8 Argentins accusés d'avoir participé à l'enlèvement du PDG de Fiat France, et mieux, elle a même libéré 2 de ces Argentins. Et puis enfin à Paris, expulsion du peintre espagnol Antonio Saura, le frère du cinéaste Carlos Saura. Autre thème abordé par le président de la République à Bruxelles, la protection d'un certain nombre de secteurs économiques européens menacés par les concurrences anormales des pays tiers. Bruxelles maintenant, le compte-rendu de cette première journée du Conseil européen. Un Conseil européen, que naguère on appelait un sommet, un conseil un peu morose, reflet de la crise qui affecte l'Europe des 9. En fait de réflexe de solidarité, les difficultés actuelles provoquent une sorte de repli sur soi-même. Chacun avance des arguments pour payer moins au budget de la communauté. Exemple, M. Schmitt demande l'adoption d'une nouvelle unité de compte européenne, monnaie théorique, je souligne théorique, du marché commun, qui aurait pour effet, compte tenu de la force du mark, de diminuer la participation de l'Allemagne au budget européen. L'anglais, M. Callaghan, demande exactement le contraire. Et chacun, y compris la France, désire recevoir une part plus grande du Fonds de développement régional. Ce soir, il y aura un dîner de travail. On va y aborder les questions politiques. Par exemple, arrivera-t-on à faire tenir l'élection du Parlement européen au suffrage direct à la date prévue, c'est-à-dire mai-juin 1978, malgré le retard des Anglais? Et aussi l'idée lancée par la France d'un espace judiciaire européen, de la façon qu'il y a un espace économique européen et en quelque sorte aussi un espace politique des 9. La création de cet espace judiciaire aurait pour effet de simplifier la répression du terrorisme politique et de tous crimes en général, en rendant automatique l'extradition entre les 9 pour certains crimes bien définis naturellement. Ce qui va plus loin, dit-on du côté français, qu'une simple convention d'extradition. L'idée dont le président de la République a déjà donné les grandes lignes au cours d'un déjeuner offert par le roi aux 9 aujourd'hui, cette idée a été accueillie, dit-on, du côté de la délégation française, avec intérêt par les 8 partenaires de la France. Et on en reparlera à la 2e journée du Conseil européen, demain à Bruxelles. Rendez-vous demain donc. Les grèves à l'EDF maintenant, je pense qu'il est le temps de faire le point car la situation est un petit peu confuse. Il y a en fait 2 sortes de grèves. Des grèves tournantes de 4 heures par jour, région par région. Aujourd'hui le sud-ouest par exemple, demain la Bretagne et la Normandie, mais qui ne gênent pas directement l'usager. Puis deuxième type de grève, la grève nationale d'1 heure par jour, entre 9h30 et 10h30 le matin, qui entraîne des coupures de courant, moins importantes aujourd'hui que vendredi. Mais toutefois, le CNPF proteste très fort et le directeur d'EDF a tout à l'heure été reçu par le Premier ministre qui a adressé une sérieuse mise en garde aux grévistes. Pas de réquisition, mais il les accuse de mettre en péril l'exécution du service public. Pour toutes ces raisons, je crois que cela valait la peine d'interroger l'un des responsables CGT. Notre grève n'a pas du tout pour but de gêner le grand public, puisque les consignes de grève que nous avions décidées il y a de cela maintenant 15 jours ne prévoyaient une baisse de production que de 9h30 à 10h30 du matin. S'il y a eu des coupures plus longues que prévues vendredi dernier, cela est imputable à la direction générale qui volontairement s'est déconnectée du réseau étranger à partir de 6h30 du matin, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et pour une grève, vous bloquez beaucoup de choses et beaucoup de gens. Votre pouvoir est énorme. Est-ce que vous n'en abusez pas? Nous n'abusons d'aucun pouvoir. Les électriciens et gaziers, afin de manifester leur mécontentement, n'ont d'autre solution que de recourir à la grève, notamment en diminuant les moyens de production. Nous aurions souhaité ne pas en arriver à cette solution, car depuis 1 an, nous réclamons une discussion avec le gouvernement, avec les pouvoirs publics, discussion que nous avons réclamée à nouveau vendredi dernier auprès du Premier ministre, mais Premier ministre qui a accusé une fin de non-recevoir. Est-ce que vous ne croyez pas que parmi les autres salariés, vous êtes quand même un peu des privilégiés?
Comme tous les salariés, nous avons de nombreux problèmes et je ne voudrais que citer un chiffre, c'est celui du salaire d'embauchage d'un ouvrier professionnel titulaire d'un CAP qui est embauché tout juste à plus de 2000 francs par mois en salaire net. Jusqu'à quand votre grève va-t-elle durer? Notre grève se terminera jeudi prochain et à cet égard, je vais également indiquer, contrairement à ce qu'affirmait le grand patronat, que nous ne pillons pas l'économie nationale, mais qu'au contraire, c'est lui, ce grand patronat, qui pille l'économie nationale en refusant à EDF de donner les moyens d'accomplir sa mission et d'autre part en continuant à payer le kilowattheure nettement en dessous de son prix de revient. Oui, après la grève de l'EDF, qui en principe devrait se terminer le 8, on voit déjà se profiler celle de la SNCF. Alors, y a-t-il, Laurence Graffin, une tactique délibérée de la part des syndicats? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'une tactique délibérée, d'une véritable stratégie des syndicats. Ce qu'on peut dire, c'est que la grève du 1er décembre, celle de la semaine dernière, avait pour but avoué de soutenir une action revendicative. Et que le soir même de la grève, Edmond Maire et Georges Sigui avaient déclaré que cette grève devait donner le départ à une série d'actions dans des branches. Alors, ce qui est à remarquer, c'est que ces actions ont toutes lieu dans le secteur public. Celle d'EDF jusqu'à jeudi, celle de la SNCF du 8 au 12 décembre, celle du personnel navigant d'Air France aussi, qui est le 8 et 9 décembre. Alors, la raison de ces grèves dans le secteur public? Alors, je crois que d'abord, il est beaucoup plus difficile actuellement, dans la conjoncture économique, de faire des grèves dans le secteur privé. Et puis aussi... Parce qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation Parce qu'il y a les problèmes d'emploi, notamment. Et puis parce que la mobilisation est assez insuffisante pour l'instant. Et je crois aussi qu'il y a aussi le problème des négociations de l'automne dans le secteur public qui ont abouti à des accords que la CGT et la CFDT n'ont pas signés. Et c'est ce problème qui restait donc un abcès non résolu. Et c'est pour ça qu'elle relance l'action. Alors comment ça va se passer concrètement à la SNCF? Alors la grève SNCF n'est pas seulement lancée par la CGT et la CFDT, mais aussi par FO et la CFTC. Alors l'ensemble de ce personnel représente mais à peu pas près... par les autonomes, oui. Pas par les autonomes. Donc il y a à peu près 75% de grévistes et les autonomes qui représentent un peu plus de 25%, ce qui fait qu'à peu près 50% des trains devraient fonctionner. La politique maintenant, à 2 jours de la visite de Jacques Chirac à l'Élysée, le RPR fêtait aujourd'hui son premier anniversaire. Anniversaire à l'occasion duquel Jérôme Monod, son secrétaire général, a présenté les propositions de son parti pour les élections et pour les 10 ans à venir. 220 pages dans ce petit livre, 65 pour le bilan de la Ve République, autant pour la critique en règle du programme commun et 90 pour les propositions du RPR. Il y a tout juste un an, 50 000 personnes fondaient à l'appel de Jacques Chirac et sur les cendres de l'UDR le Rassemblement pour la République. Il s'agissait alors d'élargir l'audience du mouvement gaulliste en l'ouvrant au maximum. À l'occasion de ce premier anniversaire, M. Monod a estimé que la situation était satisfaisante, même si toutes les voix ouvrières qui votaient pour le général de Gaulle n'ont pas été totalement récupérées. Avec 550 000 adhérents dont la moitié sont des nouveaux, 200 parlementaires, 5 000 maires et adjoints et 25% du corps électoral, le secrétaire général du RPR, tout en annonçant de nouveaux efforts, juge que le Rassemblement a répondu à ses ambitions. Je crois que l'on peut dire que nous avons gagné notre pari et que nous sommes la première force politique du pays. Estimez-vous avoir corrigé l'image de droite que donnait M. Chirac? Cette image de droite est une tentative tout à fait abusive de la part de l'opposition qui reconnaît dans le RPR son principal adversaire et quelquefois de la part de nos alliés pour déformer notre image et pour, en fin de compte, tromper l'électeur. Il faut demander aux électeurs de Jacques Chirac, dans la circonscription de Corrèze où il se présente, s'ils ont le sentiment de voter pour la droite. Il faut voir la composition et l'origine de ceux qui ont rejoint l'appel qu'il a lancé le 5 décembre. Il faut voir ce que nous représentons comme implantation dans le monde ouvrier, dans le monde des Français qui travaillent, pour se rendre compte que cette image de droite est une attaque qui est destinée avant tout à tromper l'électeur. Jean-Pierre Soisson, qui sera demain reçu par Raymond Barre, proposera à son tour son projet républicain dans un mois. Voilà autant de thèmes qui seront abordés demain dans l'émission de nos confrères des dossiers de l'écran, consacrés aux partis politiques précisément. Les 6 plus grands partis politiques de France seront représentés demain dans cette émission à 20h30.
Un pompiste assassiné la nuit dernière sur l'autoroute de Normandie dans l'Eure. Ses collègues ont immédiatement réagi. Ils ont écrit au préfet de l'Eure et aux dirigeants des compagnies pétrolières: si d'ici mercredi notre sécurité n'est pas mieux assurée, nous fermerons les pompes la nuit sur toute l'autoroute A13. Attentat à l'explosif toujours la nuit dernière devant la porte d'entrée de l'abbaye bénédictine d'Ancalcat dans le Tarn. Les dégâts sont très importants. Aucun survivant dans l'accident du Boeing 737 en Malaisie à la suite d'une tentative de détournement. Mystère complet, si ce n'est le chiffre des victimes, 100 morts. Les enquêteurs ne disposent que de 2 certitudes. L'appareil a été détourné en vol et a explosé en l'air avant de s'écraser. Il ne semble pas, comme on l'avait d'abord dit, que le commando ait appartenu à l'armée rouge japonaise. Dernière chance d'en savoir un petit peu plus, la fameuse petite boîte noire, mais l'avion s'est écrasé sur une vaste zone marécageuse. Il sera difficile de la retrouver. Alors que le Premier ministre israélien se trouve toujours à Londres et que certains disent qu'il pourrait faire une visite éclair au Conseil européen de Bruxelles, dont je vous parlais tout à l'heure, les Américains annoncent une prochaine tournée de leur secrétaire d'État, Cyrus Vance, au Proche-Orient, du 9 au 15 décembre. C'est dire qu'il pourrait peut-être participer au sommet du Caire. Un sommet dont le principe a encore été violemment contesté par le Front du Refus, c'est-à-dire par les 5 participants de la conférence de Tripoli qui s'est achevée ce matin. L'Algérie, la Syrie, la Libye, le Yémen du Sud et l'OLP. L'OLP qui a condamné tout règlement négocié et dont la position au sein du mouvement palestinien ne paraît plus si forte ce soir. L'incertitude a longtemps plané sur la conférence de Tripoli jusqu'à l'aube ce matin, quand un communiqué commun était enfin signé. Commun, mais pas unanime. L'Irak a préféré se retirer plutôt que d'accepter le rôle prééminent donné à son rival, la Syrie. C'est le président Sadat qui est le plus visé par ce communiqué. L'Algérie, la Libye, le Yémen, l'OLP et la Syrie ont constitué un front commun, ont décidé de geler toutes leurs relations avec l'Égypte, qui de plus est expulsée de l'Union des républiques arabes. Sadat est dénoncé comme un traître à la cause arabe et les autres pays sont invités à cesser toute aide économique et financière à l'Égypte. Du côté palestinien, un effort spectaculaire a été signé entre l'OLP de Yasser Arafat et les 2 leaders du Front du Refus, Georges Habash et Naïef Awatmeh. En fait, l'OLP accepte désormais les thèses dures, rejet des résolutions de l'ONU, refus de reconnaître Israël, refus de négocier avec Israël, refus d'aller à la conférence de Genève. Ce revirement soudain de l'OLP marque un échec pour Yasser Arafat, que l'on voit ici se faire réélire président du comité exécutif de l'OLP il y a à peine 8 mois au Caire. Arafat avait entamé depuis plusieurs mois une politique plus souple vis-à-vis des négociations de paix. En adoptant aujourd'hui les positions dures du Front du Refus, Arafat permet aux Palestiniens de recréer un front unique, mais au prix d'une perte de prestige personnelle. Et pour devancer toute initiative, l'Égypte a décidé, il y a 1 heure tout juste, de rompre toutes ses relations diplomatiques avec les 4 pays dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la Libye, la Syrie, l'Algérie et le Yémen démocratique. Et au moment où les participants de la conférence de Tripoli le condamnaient en des termes très durs, Anwar el-Sadat, lui, se sentait plus fort que jamais dans son propre pays, acclamé par les Égyptiens. Un reportage que Philippe Rochaud et Roland Tourte nous rapportent à l'instant du Caire. Voici l'homme que les pays du refus viennent de condamner. Et pourtant, le jour où le sommet de Tripoli demande de boycotter le Caire, Anwar el-Sadat se fait acclamer par les paysans de la zone du canal de Suez et se promène sans crainte devant les foules égyptiennes. Sadat vient ici d'inaugurer un village détruit pendant la guerre de 73. Et pour ces populations saignées par 4 guerres israélo-arabes, il est vraiment le président de la paix. Anwar el-Sadat reste sûr de lui. En plus de l'appui de la population, il sait aussi que l'armée le soutient. L'Égypte est persuadée que celui qui a fait le voyage de Jérusalem va obtenir beaucoup des Israéliens et que les sceptiques dans le monde arabe vont se rallier à sa politique. À quelques jours de la conférence du Caire, jamais la popularité de Sadat n'a été aussi forte. Moi, je pense que c'est un homme qui a un sens de l'histoire et qui a un sens de l'évolution des choses. Il ne se braque pas contre l'évolution du temps et l'évolution des situations. Ce qui l'a pas empêché
de passer par toutes les phases. Il a mené campagne militaire, il a mené négociation, il a approché les grandes puissances, et puis il est arrivé jusqu'au moment final qui est le dialogue direct. Si jamais le président Sadat ne réussit pas à réunir la conférence du Caire, est-ce que vous pensez qu'il va garder cette popularité? De toute façon, la conférence du Caire se réunit. Même s'il n'y a que 2 interlocuteurs et une grande puissance, la conférence du Caire aura lieu. Il n'y a pas de doute à ça. Si Dieu le veut, l'initiative du président Sadat sera une réussite. Nous voulons la paix. C'est un homme courageux, un chef. Sa démarche doit aboutir, si Dieu le veut. Aujourd'hui en Égypte, la guerre n'est plus qu'une distraction de fêtes foraines. Car ici, on vit loin du front, loin des querelles arabes, et les décisions de Tripoli n'ont guère de portée. Chacun sait que sans l'Égypte, le monde arabe ne peut faire ni la guerre ni la paix. Or, rien ne permet de dire que les pays du pétrole vont arrêter de soutenir à bout de bras cette Égypte qui ne pense plus qu'à sortir du sous-développement. Aujourd'hui, même chez les étudiants, on déclare que si Sadat devait conclure une paix séparée à la conférence du Caire, il resterait encore un héros national. Nous appuyons Sadat dans sa démarche. Nous voulons la paix, mais nous voulons aussi notre terre. Nous ne voyons pas d'inconvénient à dialoguer avec les Israéliens, mais nous leur demandons justice. Devant la grande mosquée du Caire se trouvait encore, il y a quelques jours, le portrait de Nasser. Sadat s'est payé le luxe de le remplacer par le sien. Et pourtant, ses jours sont comptés, car s'il n'obtient d'Israël aucune concession, il reconnaît qu'il devra en tirer les conclusions devant son peuple. Face au pays du refus, Sadat est condamné à la réussite. Espagne, un jeune syndicaliste de 19 ans tué, plusieurs dizaines de blessés ainsi qu'une vingtaine de policiers au cours des heurts qui se sont produits hier à Malaga à l'occasion de manifestations en faveur de l'autonomie en Andalousie. Les manifestants ont protesté contre la décision des autorités provinciales de hisser le drapeau espagnol à la place de l'emblème vert et blanc de l'Andalousie. Inauguration aujourd'hui à Paris des premières rencontres européennes du cadre de vie, une manifestation qui se terminera après-demain par un discours du président de la République. Aujourd'hui, Michel Dornano patronnait une journée de l'environnement à l'occasion de laquelle les Danois ont présenté une expérience très intéressante. C'est celle de petites îles qui perdaient régulièrement leur population, malgré 15 jours de tourisme par an, et qui se sont battues en s'unissant pour créer des emplois et survivre. Laurence Graffin et Claude Sicard reviennent de ces îles qui ne veulent pas mourir, des petites îles au large du Danemark. Askø, c'est une petite île au sud du Danemark. Au début du siècle, elle avait 300 habitants. Maintenant, ils ne sont plus guère qu'une centaine, et la petite école primaire ne compte que 8 enfants. Le ferry, cordon ombilical qui relie Askø au continent, a emmené peu à peu ceux qui se trouvaient chassés par la mécanisation agricole, ou bien aussi ceux que la ville attirait. Et puis les touristes sont arrivés. Sur le terrain laissé par un seul fermier, 260 villas préfabriquées ont surgi en 2 ans, décuplant l'été la population de l'île, lui imposant un déséquilibre brutal. 1 ou 2 autres départs d'agriculteurs, et ce serait la mort d'Askø. Alors les habitants de Askø ont réagi. Avec 22 autres petites îles danoises, ils ont créé une association pour empêcher leurs îles de mourir. Bien sûr, les touristes sont les bienvenus s'ils viennent en visite. Mais nous voulons qu'ils viennent en visiteurs. Nous ne voulons pas qu'ils occupent nos maisons pour y vivre seulement 15 jours l'été et les laisser vides le reste de l'année. Et nous voulons que nos maisons soient occupées par des gens qui vivent et qui travaillent ici. La culture des petites îles est une part de la culture danoise. Et si nous ne gardons pas une population installée dans l'île, cette partie de la culture disparaîtra. Le premier objectif de l'Union des îles, qui a envoyé un rapport au gouvernement danois, c'est d'arrêter les départs.
Les îles ont déjà obtenu de l'État danois une forte baisse du prix du ferry, facilitant le contact des habitants de l'île avec des éléments indispensables de leur vie, le médecin, l'école secondaire par exemple. Ce qui permettra le maintien des emplois traditionnels. Les pêcheurs d'anguilles, les agriculteurs, les éleveurs. Mais l'association des îles a aussi créé une bourse d'emploi pour ceux qui veulent quitter la ville. Pas seulement des écrivains, des artisans, mais aussi des boulangers, des plombiers, des épiciers. J'ai choisi de venir parce que ma famille et mes enfants veulent avoir de l'air pour respirer. Et nous voulons prendre le temps de vivre. Je crois que mes enfants apprennent plus ici que dans les écoles de Copenhague. Et comment sont vos relations avec les gens du pays? Elles sont merveilleuses, vraiment merveilleuses. À Aske, tout le monde se connaît. Ce peut être la chaleur de l'amitié, l'agrément d'une vie tranquille. Ce peut être aussi, surtout lorsque l'hiver emprisonne l'île dans les glaces, l'ennui de l'inactivité. C'est en tout cas, pour ceux qui l'ont choisi, le temps de vivre, le contact avec les champs et avec la mer. Beaucoup de gens maintenant comprennent que c'est cela la vraie vie. Ce n'est pas une façon de vivre que de s'entasser dans des villes poussiéreuses et sales. La vraie vie doit être au plein air, avec de l'oxygène, de l'espace, tout ce que nous avons. Pour gagner leur bataille contre une invasion touristique incontrôlée et maintenir leur vie traditionnelle, les petites îles ont un atout fragile, mais de plus en plus apprécié. L'art de vivre qu'elles cultivent. Le gouvernement danois devrait décider prochainement d'encourager leur expérience. Mais si les îles sont le rêve des nostalgiques de changement, elles sont aussi très fragiles. Il est peut-être plus facile de créer une nouvelle culture que de ranimer une culture moribonde. Voilà, deux informations maintenant de dernière minute. Noël Mamère, d'abord la position du gouvernement dans cette affaire de l'EDF dont nous parlions. La position du gouvernement que nous avons appris par le porte-parole de Matignon. Le Premier ministre a demandé à M. Boiteux, le directeur de l'EDF, d'appeler très fermement l'attention des fédérations concernées par les consignes de grève sur la gravité des perturbations qui découlent de cette grève pour la bonne marche des entreprises et pour la vie quotidienne des Français, notamment des plus favorisés. Je vous livre l'intégralité de ce communiqué parce que c'est important. Le gouvernement a maintes fois montré son respect de l'exercice du droit de grève, qui est un des droits fondamentaux des travailleurs dans une société de liberté. Mais dans les circonstances actuelles, poursuit le communiqué, une grève prolongée qui désorganise le fonctionnement de notre économie est une mauvaise action contre le redressement de notre pays et contre l'emploi des Français. Raymond Barre termine en disant: le Premier ministre rappelle enfin que c'est le devoir d'une grande entreprise nationale que d'assurer la continuité du service public et que tout manquement grave à ce devoir affecte le crédit de cette entreprise dans la nation. Et puis vous avez une deuxième information sociale. Oui, elle est d'ordre social également. Monsieur Bergeron, vous le savez, a été reçu aujourd'hui par le patronat français. Eh bien, il est satisfait de son entrevue puisque le CNPF est prêt à examiner le problème de la 5e semaine de congé. Il examinera ce problème le 19 janvier. Voilà, prix en tout genre aujourd'hui. D'abord celui qu'a décerné tout à l'heure l'émission d'Antenne 2, Chef-d'œuvre en péril, à M. Bernard Mincon, qui a entièrement restauré le château de Menser en Côte d'Or. Et puis le prix Chateaubriand, décerné à Louis Pauwels. Et puis surtout le prix interallié, attribué sans surprise à Jean-Marie Rouart pour son roman Les Feux du pouvoir, le livre d'un ancien journaliste politique au Figaro, qui avait en son temps dénoncé le scandale des pétroliers, toile de fond de cette réflexion sur le pouvoir et ses caractéristiques inflammables dont nous reparlerons dans notre dernier journal à 23h. Que nous réserve la météo? Eh bien, des prévisions maussades, gelée matinale sur l'est et le nord-est, pluie des côtes de la Manche aux Pyrénées et au golfe du Lion. Seules quelques éclaircies apparaîtront l'après-midi de l'Aquitaine à la Bretagne et sur le bassin parisien
vent plus fort sur les côtes atlantiques avec menace de tempête. Pardon pour la carte qui n'est pas venue. Je ne saurais trop vous conseiller de rester chez vous, donc, bien au chaud à l'écoute de nos programmes. C'est à 23h30 très précisément que vous retrouverez Gérard Holtz pour la dernière édition de ce journal. C'était l'actualité du 5 décembre 1977. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouverai demain avec plaisir.